Ma communication s'intitule, vous pouvez voir, Prière de la Marne face au fédéralisme, et c'est le rapport des montagnards à ces termes et à ce qu'ils recouvraient que j'entends examiner à travers l'exemple de prière. Or, lorsque Anne Le Maton, dans le numéro de juillet-septembre 2018 des Annales historiques de la Révolution française, donc tout récemment, affirme que, je cite, « Ni les discours parlementaires, ni les écrits, ni les procès des Girondins et de ceux qui tentèrent de les défendre en province n'attestent le projet de construire un État fédéral », c'est-à-dire que les fédéralistes de la Révolution française ne l'étaient pas dans ce sens-là. Elle ne fait que s'inscrire dans ce qui est devenu à juste titre le consensus historiographique depuis au moins le colloque de Marseille sur les fédéralismes de 1993. Aujourd'hui, j'aimerais rouvrir celle du terme de fédéralisme lui-même, que l'absence de projet de construire un État fédéral ne clôt nullement, contrairement à ce qu'on a un peu rapidement cru pouvoir affirmer. L'historiographie récente a beaucoup insisté sur le républicanisme des révoltés dits fédéralistes de 1793. Quoique les cas de Toulon et Lyon ou celui d'individus, comme le général Puiset, passé des fédéralistes au Chouan, indiquent une certaine ambiguïté qui nécessiterait une lecture circonstanciée, mais sans nier que la plupart des fédéralistes fussent des républicains sincères, il convient de ne pas oublier non plus qu'il y a eu des républicanismes divers, voire incompatibles les uns avec les autres. On ne peut donc pas suivre des historiens comme Alan Forrest lorsqu'il parle du soutien des fédéralistes pour les institutions républicaines, que le conflit n'avait pas lieu d'être du moment où tous les acteurs étaient républicains. Mais certains vont jusqu'à renverser l'hypothèse. Si de Maton est obligé de reconnaître dans les Brissotins et les Montagnards, je cite, deux sensibilités républicaines, seul le républicanisme des premiers a un contenu républicain, je cite, de longue date. Brissot et ses amis auraient eu le monopole à la fois de la défense sincère du droit naturel, de la démocratie et jusqu'à la centralité législative. Un comble vu que c'est à Biot-Varenne que l'on doit ce dernier terme. Ils ont pu faire des erreurs de tactique, même très graves, mais les montagnards de leur côté n'étaient que des opportunistes cyniques, plus aptes à manipuler, je cite encore, les émotions populaires, et qui ont donc, par leur, je cite, supériorité tactique, gagné, je cite encore, la compétition pour le monopole de l'énonciation de la volonté du peuple. De Maton n'est que la dernière, dans une longue tradition historiographique, a intimé que les Brissotins et donc leur soutien fédéraliste au niveau des départements étaient les seuls véritables républicains, ou de façon plus subtile mais également très discutable, qu'il y avait bien deux républicanismes, mais que l'un était archaïque, celui des montagnards, et caractérisé par un discours de la volonté, et que l'autre moderne, celui des Brissotins, était caractérisé par un discours juridique, alors que cette distinction claire et nette entre les deux pose problème. Bon, certaines de ces idées viennent des Brissotins eux-mêmes, forgées en mythe au XIXe siècle, et d'autres sont plus récentes. Cette idée du discours de la volonté et du discours juridique viennent notamment de Keith Baker, et d'autres de cette nébuleuse furétienne, si vous voulez, qui elle-même a beaucoup emprunté à ce mythe des Brissotins du XIXe siècle. Or, le mot fédéraliste ne serait dans toutes ses optiques qu'une insulte gratuite pour disqualifier l'adversaire, comme le disait Mona Ozouf, un monstre polémique, ou sinon pour justifier une lutte entre factions qui ne s'opposaient pas véritablement au niveau des principes. Encore, selon De Maton, je cite, « L'intention fédéraliste, répétée contre ceci à défaut d'être attestée, disqualifie d'avance tout appui sur la province comme dissolvant de l'unité nationale. » Et De Maton va même jusqu'à dire que, je cite encore, « Si le fédéralisme reste figé dans ses usages diffamants de l'an 2, c'est pour prix de l'exclusion du peuple hors de la vie politique, contribuant au renforcement de l'exécutif. » Ce qui, en supposant qu'elle parle du gouvernement révolutionnaire, est un contresens absolu.
Mais passons. Mais si l'on peut admettre que le terme de fédéraliste est disqualifiant, à défaut d'être diffamant, il ne me semble pas possible d'en rester là, à moins d'accepter sans aucun recul le discours d'anciens brussotins comme Dussault, qui a déclaré sous la réaction thermidorienne que tout le monde sait qu'on a inventé le mot de fédéraliste que pour égorger les patriotes. Le fait d'appliquer un terme à ses adversaires ne rend pas l'usage de ce terme gratuit ou arbitraire, pourtant. En fait, tel est rarement le cas. Ce n'est pas par hasard, par exemple, que les termes d'anarchie et d'anarchiste ont été appliqués surtout ou avec le plus de succès aux démocrates, comme Marc de Laplace l'a démontré. On devrait donc poser la question: qu'est-ce que les termes de fédéraliste ou de fédéralisme signifiaient pour les montagnards qui les ont employés? Pourquoi étaient-ils convaincus de la nécessité de la répression plus ou moins lourde de ceux qui qualifiaient ainsi? On ne peut se satisfaire des réponses des fédéralistes eux-mêmes et de leur postérité mémorielle et historiographique, parce que c'était des anarchistes, des buveurs de sang, des fanatiques qui ne supportaient pas la contradiction, ou au contraire des cyniques et non pas de vrais républicains, ni d'une historiographie qui trouve incompréhensible toute dissension entre républicains, à la limite l'attribuant à une sorte de méprise et à ce qu'on appelait à l'époque des personnalités, ce qui ne peut pas rendre compte tout seul de l'ampleur du conflit. On ne peut pas non plus se satisfaire sans examen du récit adopté depuis le milieu du XIXe siècle par certains des historiens du courant républicain et social, selon lequel les fédéralistes avaient raison en droit, surtout en ce qui concerne le refus de l'insurrection des 31 mai et 2 juin, mais que les montagnards étaient justifiés de fait parce que seul leur pragmatisme aurait permis de gagner la guerre et avancer la révolution. Ce récit rejoint finalement l'historiographie héritière des fédéralistes en rendant le discours des montagnards incompréhensible, sinon au mieux comme une justification post hoc et au pire comme une manipulation. Je propose donc de rouvrir le dossier sur de tels présupposés qui méritent d'être mis à l'épreuve. Donc, je vais le faire en 3 parties, dont la première est pourquoi s'opposer au fédéralisme selon Prieur de la Marne. Pour répondre à ces questions de la signification du fédéralisme pour les montagnards, comment il faut la comprendre et comment on peut interpréter les conséquences qui en sont découlées, je vais prendre Prieur de la Marne, sur lequel je prépare une thèse depuis maintenant 4 ans et demi, et qui a passé une bonne partie de sa carrière à combattre le fédéralisme, comme cas d'étude. Pour rappel, Prieur de la Marne, Pierre-Louis Prieur, dit Prieur de la Marne, pour le distinguer de son homonyme à la Convention et plus tard au Comité de salut public, Claude-Antoine Prieur, dit Prieur de la Côte d'Or, a été avocat avant la Révolution, député du tiers-État ayant appartenu au noyau des députés du côté gauche autour de Robespierre à la Constituante, administrateur de la Marne sous la législative et enfin conventionnel montagnard. Pour savoir ce qu'un montagnard comme Prieur pouvait entendre par le terme de fédéraliste, il importe d'étudier comment il l'a utilisé. En ce faisant, il devient rapidement clair que le fédéralisme auquel Prieur s'opposait n'était pas programmatique, mais un fédéralisme de fait qui résulterait de certaines politiques, quelles que soient les intentions de ceux qui les proposaient d'ailleurs. La première mention que Prieur a fait, non des termes fédéraliste ou fédéralisme, mais de celui de république fédérative, vient dans son intervention du 9 décembre 1792, dont je vous ai parlé d'ailleurs il y a 2 ans, si vous étiez là. La Convention venait de voter d'enthousiasme un décret proposé par Guadet pour faire épurer la Convention par les assemblées primaires sous 8 jours. Prieur a fait rapporter ce décret en invoquant des raisons tant pratiques que de principe. Ce serait miner la légitimité de la Convention à un moment où tout restait à faire pour fonder la République, en particulier s'occuper du sort du ci-devant roi et rédiger une nouvelle constitution, les 2 tâches principales pour lesquelles elle avait été mandatée. Renvoyer les députés devant les assemblées primaires à ce moment précis, c'était donc à la fois pour Prieur une façon pour cela d'esquiver leur devoir et qui risquait d'entraîner des résultats désastreux. Je cite, « Ce décret tend à ébranler la République encore naissante et ne nous laisse que 2 alternatives effroyables,
c'est de voir le despotisme s'établir sur les ruines de la Convention nationale ou de voir arriver les républiques fédératives. La référence au despotisme est assez claire, tant que l'ancienne constitution était caduque mais que la nouvelle n'existait pas encore, et que le sort du roi n'avait pas encore été décidé, remettre en cause la légitimité de la Convention ouvrirait potentiellement la route à une restauration monarchique. Il n'est pas entièrement clair toutefois pourquoi Prieur croyait que cette proposition amènerait des républiques fédératives. Craignait-il que chaque député recevant la sanction des assemblées primaires de son seul département d'origine, il ne serait plus député de la nation mais d'un département? Ce sera un des traits des révoltes fédéralistes en 1793. Les départements dont certains des députés avaient été arrêtés le 2 juin se plaindront d'être privés de représentation. Ou de façon plus indirecte, Prieur insinuait-il que la mesure produirait une telle désorganisation qu'une république unifiée serait désormais hors de portée? J'hésite à trancher sur la seule base de cette brève intervention, qui, à la différence, comme on verra, des autres allusions de Prieur au fédéralisme, ne semble pas renvoyer aux administrations départementales. En effet, la première fois que Prieur a employé le terme de fédéralisme à proprement parler, le 21 février 1793, la définition est beaucoup plus précise. Il s'agissait d'un arrêté du département du Var que Cambon proposait au nom du comité des finances de casser parce que, en manque de subsistance, le directoire de ce département avait décidé de son propre autorité de disposer des fonds de la trésorerie nationale et de la marine. Prieur est intervenu pour soutenir Cambon en arguant que, quelles que soient les raisons du département, permettre qu'il prenne ce genre de décision porterait atteinte à l'unité de la République. Prieur a commencé par dire que, je cite, « Ce n'est pas assez d'avoir sans cesse à la bouche les mots d'unité, d'indivisibilité de la République. » Il n'ignorait donc pas que ceux qui l'accusaient de fédéralisme se réclamaient dans leur discours tout autant que lui de la République une et indivisible. On remarquera donc que s'il valait évidemment la peine que l'historiographie confirme qu'il n'y avait quasiment personne pour proposer un État fédéral, ce n'est pas un projet explicitement fédéraliste qu'un montagnard comme Prieur profondait sous ce terme. Prieur a continué en rappelant que le département du Var récidivait dans ce cas. Je cite encore, « Si c'était la première fois que les départements, et celui du Var entre autres, eussent manifesté cette tendance au fédéralisme et à la violation de vos lois, je ne m'opposerai pas à l'indulgence qu'on réclame en ce moment. Rappelez-vous que le département du Var a délibéré, sans y être autorisé par la Convention, d'envoyer une force armée vers Paris. » On y voit déjà l'esquisse de ce qui seront les révoltes fédéralistes et leurs forces départementales. Prieur n'a donc pas attendu l'éclatement de ces révoltes pour les condamner. Mais la façon dont la décision avait été prise importe autant sinon plus. Le département du Var a délibéré sans y être autorisé par la Convention. Or, il existe une historiographie qui reconnaît que ce n'est pas parce que les fédéralistes n'étaient pas partisans d'un État fédéral que le terme de fédéraliste était une insulte gratuite. Ainsi, Christine Perrat, pour qui le fédéralisme en tant que substitution du pouvoir local au pouvoir central, je cite, a bien existé dans le nord-ouest de la France en juin et début juillet 1793, ou plus récemment l'historien britannique Malcolm Crook. Cependant, on n'a pas assez prêté d'attention au fait qu'en parlant de l'unité et de l'indivisibilité de la République, c'est la loi et donc le pouvoir législatif que les révolutionnaires évoquaient comme constitutif de cette unité. Il n'est donc pas une simple question de gouvernement central versus pouvoirs locaux. Ce n'est pas le gouvernement, le pouvoir exécutif, qui aurait dû autoriser l'action de la part des administrateurs de département, c'est la Convention. L'idée de la nécessaire subordination du pouvoir exécutif au pouvoir législatif est donc la clé de l'opposition de Prieur au fédéralisme. Après avoir assuré reconnaître, je cite, tous les services que le département du Var, je cite encore, a rendus à la patrie, Prieur confirme que pour lui il s'agit des, je cite, principes les plus sacrés. Je cite encore, mais aujourd'hui, sous prétexte que la Convention ne lui a pas fait parvenir les secours qu'il lui demandait, il ose s'emparer des fonds publics. Je le déclare, si cette conduite est tolérée, la République n'est plus qu'un vain nom. Et cela suscite des murmures.
Il est bien étonnant que je sois interrompu quand je rappelle les principes les plus sacrés. Ne voulez-vous pas tous l'indivisibilité de la République ? Ces administrateurs ne se sont pas contentés d'arrêter la circulation bienfaisante des fonds publics. Ils ont encore invité le contre-amiral Truguet à protéger leurs achats. Ainsi, ce département veut disposer pour son usage particulier d'une force qui doit servir contre les ennemis de toute la République. Le département du Var n'a pas réclamé son autonomie, mais ses administrateurs se sont permis d'enfreindre les lois, ce qui porte atteinte à l'indivisibilité de la République. Pour autant, il ne s'agit pas encore de guerre civile. Ces administrateurs peuvent encore être rappelés au principe. C'est pourquoi la conclusion de Prieur reste relativement cordiale quand même. Je cite encore, sans prétendre juger la conduite des administrateurs, leur arrêté est contraire aux lois. Je demande que le procureur général syndic vienne à la barre pour rendre compte et j'appuie le reste du projet de décret, c'est-à-dire de casser l'arrêté du département. Il importe de reconnaître que l'emploi des mots fédéraliste ou fédéralisme n'est pas constant chez Prieur avant l'an 2, mais que son opposition à la chose que l'on vient de voir qu'il recouvrait pour lui l'a été, et qu'elle antidate même de loin les polémiques de la Convention. Il prévenait déjà à l'Assemblée constituante, le 2 octobre 1790, que, je cite, « Vos comités s'engagent dans une voie dangereuse en demandant constamment des avis au corps administratif. Tous les corps ont une tendance à empiéter. Après avoir émis leurs avis, ils vous adresseront des remontrances. » Le contexte était évidemment autre, et l'emploi du terme « remontrance » indique la crainte du retour des parlements sous un autre nom. Mais le principe est le même. Les parlements, censés enregistrer les lois, s'étaient arrogé le pouvoir de les commenter, voire de les refuser, ce qui a pu les faire sembler des champions de la liberté lorsque les lois étaient faites par le roi seul, qui à la fois a usurpé la souveraineté de la nation et cumulé les pouvoirs exécutifs et législatifs. Mais lorsque les lois étaient faites par les représentants du peuple, il était d'autant plus intolérable que des instances exécutives empiètent de cette façon sur le pouvoir législatif. Le fait même que ce principe revient dans des contextes si différents tend à prouver que l'opposition au fédéralisme n'était pas, chez Prieur au moins, un simple prétexte pour discréditer l'adversaire. Pour Prieur, qui avait été administrateur dans un moment de crise, celui de l'été 1792, il ne s'agissait pas non plus dès le début de nier toute autonomie aux administrateurs lorsque les circonstances l'exigeaient. Contester, refuser ou violer la loi, c'était toujours illégitime pour les administrateurs, mais il pouvait être loisible de la dévancer. En d'autres termes, Prieur s'opposait aux actes illégaux des administrateurs, mais pas forcément aux actes extra-légaux. C'était encore vrai à la veille des révoltes fédéralistes, lorsqu'en mission près l'armée des côtes de Cherbourg, il a co-signé le 24 mai 1793 à Bayeux, avec 2 de ses collègues, une circulaire contenant un appel aux administrateurs de leur aire de mission. Je cite, « Administrateurs, vous êtes les instruments et les organes de la loi, elle est votre agide, votre guide et votre appui. Mais, dans la crise où se trouve la République, n'oubliez pas que vous êtes citoyens, que vous devez à la patrie le tribut de vos lumières et de vos vertus individuelles. Montrez pour la liberté cette ardeur inquiète qui s'irrite de l'inaction et des lenteurs, et n'attendez pas que l'aiguillon de la loi vous imprime une direction. Livrez-vous à cet élan révolutionnaire qui prévient les besoins et les dangers, pénétrez des grands principes qui doivent fonder le nouvel ordre social, abandonnez-vous à leur inspiration. » Ironiquement, il y avait sans doute des fédéralistes qui ne croyaient pas faire autre chose en se révoltant. Mais il paraît clair, surtout dans le contexte des autres interventions de Prieur, que l'indépendance, évoquée plus loin dans la proclamation, n'était pas une indépendance de tout contrôle de la Convention, et surtout pas qui permettrait de passer outre la loi et de contester les pouvoirs qu'elle avait donnés aux représentants, comme il arrivera par la suite. Je pense avoir démontré qu'en amont, et parfois même longtemps en amont, des révoltes fédéralistes du printemps et de l'été 1793, le fédéralisme n'était pas, pour Prieur, une coquille vide qu'il renvoyait à une contestation de la loi et du pouvoir législatif par les instances locales du pouvoir exécutif, c'est-à-dire avant tout les administrateurs, et qu'il s'opposait à la chose même quand il n'employait pas le mot. À présent, il faut voir, étant donné ces vues,
comment Prieur a réagi à la révolte avant d'interroger son attitude à la répression du fédéralisme et en particulier son application de cette répression pendant sa longue mission dans l'Ouest en l'an 2. Bon, c'est la deuxième partie, Prieur de la Marne face à la révolte fédéraliste normande. Il n'est pas mon objet aujourd'hui d'entrer dans le détail des péripéties de la mission de Prieur de la Marne près l'armée des côtes de Cherbourg. J'ai d'ailleurs déjà fait une communication à ce sujet qui a été publiée dernièrement si ça vous intéresse. Il faut cependant rappeler les faits de base. Prieur avait été envoyé près cette armée avec 3 collègues, son homonyme Prieur de la Côte d'Or, Rome et Le Pointre, par le décret du 30 avril 1793, même si la mission n'a commencé que le 10 mai. Ils ont pu travailler avec les administrateurs et les militaires, entre autres, sans problème, presque jusqu'à la fin du mois, mais le 30 mai, la révolte a éclaté à Caen. L'administration du département a convoqué une assemblée générale composée des délégués des sections et des différents niveaux d'administration, ainsi que des juges, qui, le 8 juin, a décidé de faire arrêter les représentants en mission à Bayeux et les ramener à Caen en tant qu'otages. Heureusement pour Prieur de la Marne et Le Pointre, les 4 représentants s'étaient divisés en 2 équipes le 4 juin et seuls leurs 2 collègues étaient restés à Bayeux pour être enlevés. Prieur et Le Pointre étaient dans la Manche quand ils ont reçu la nouvelle de l'enlèvement de leurs collègues. L'administration de ce département a tenu une séance publique dès le 9 juin où tous les présents ont désapprouvé formellement les procédés, selon le résumé de Prieur et Le Pointre dans leur rapport, du Calvados, et juré d'assurer la liberté et la sûreté des représentants. Mais la situation n'a pas tardé à se renverser, surtout avec l'arrivée des commissaires de Caen le 13 juin. L'administration du département, ayant réuni une assemblée générale à l'instar de celle de Caen, a arrêté de ne plus reconnaître les pouvoirs des représentants en mission. En réponse, Prieur et Le Pointre ont suspendu les administrateurs, mais ceux-ci sont passés outre. Et après bien des péripéties, les 2 représentants ont fini par être forcés, manu militari, à quitter la Manche dans la nuit du 27 juin. Ils sont donc allés à Rouen, où la crise des subsistances, causée en grande partie par les tentatives des révoltés à empêcher le ravitaillement de Paris, était si sévère que Prieur a dû rentrer à Paris le 5 juillet, au soir, demander de l'aide. Entre-temps, le 3 juillet, la Convention avait voté un décret pour charger Prieur et Le Pointre de la répression de la révolte du Calvados et de Lure aussi. Mais ce décret n'est arrivé à Rouen que le lendemain du départ de Prieur, qui serait d'ailleurs tombé malade à son arrivée à Paris. De toute façon, Prieur a été élu au comité de salut public le 10 et Le Pointre, prétextant à sa santé, s'est fait rappeler. La mission de répression a donc dû être confiée à d'autres de leurs collègues. Dans la correspondance et les arrêtés de Prieur et Le Pointre lors de cette mission, ils restaient optimistes en tâchant de minimiser la portée de la révolte, malgré leur position, je cite, difficile, et je cite encore, le crime de l'enlèvement de leurs collègues. Ils ont surtout insisté, le 11 juin, sur le besoin d'éclairer l'opinion publique, et en particulier, je cite, le peuple de Caen, qui n'est qu'égaré, mais sur l'esprit duquel un certain nombre d'individus a un grand ascendant. Le lendemain, ils ont écrit dans un arrêté que leurs collègues ont, je cite encore, été mis en état d'arrestation par quelques particuliers, se disant carabos de la même ville, par suite d'un prétendu arrêté signé de quelques administrateurs du département du Calvados et de quelques autres individus réunis à eux. L'analyse de leur lettre du 22 juin indique, je cite, qu'ils avaient retardé le départ de leur dépêche, espérant que l'administration du département de la Manche reviendrait d'elle-même. S'ils évoquaient, en parlant de l'enlèvement de leurs collègues, un acte de révolte, qui, je cite, ne peut être que l'effet de l'égarement dans lequel des ennemis de la patrie et des usurpateurs de la souveraineté du peuple qui cherchent à anéantir, ont jeté pour quelques moments quelques citoyens trompés. Il n'est même pas clair si les administrateurs eux-mêmes étaient trompeurs ou trompés. Ils n'ont cependant pas hésité, le 14 juin, à prendre un arrêté
qui déclare les administrateurs du Calvados en, je cite, état de rébellion. Ils y ont conclu à la suspension de leurs fonctions et à l'arrestation et à la traduction à la barre de la Convention de ces administrateurs rebelles. Il ne s'agissait pas de savoir s'ils méritaient pire, rien ne permet de trancher sur les véritables sentiments des représentants à cet égard, ni du rapport des forces. Ils ne semblaient pas s'inquiéter de savoir s'ils étaient en mesure de faire exécuter un tel arrêté, mais des limites des pouvoirs des représentants en mission selon la loi. C'était à la Convention de décider s'il y avait lieu à accusation contre eux. Or, cet arrêté n'accuse pas les révoltés du Calvados de fédéralisme, terme que Prieur et Lecointre n'ont pas employé au cours de leur mission, mais de contre-révolution, ou au tout le moins d'être manipulés par des contre-révolutionnaires. En premier lieu, l'enlèvement de leurs collègues est en principe, je cite, un attentat à la souveraineté du peuple, mais aussi, je cite encore, au respect dû à la Convention nationale qui peut seule sauver la patrie. Avant même d'entrer dans les intentions des révoltés, leurs actions sont présentées comme minant de fait la défense nationale. Le deuxième article introduit l'intentionnalité en précisant cet enjeu. Je cite, que l'arrestation de ces deux représentants, celle des deniers de la caisse publique et de tous les objets de subsistance qui se dirigent vers le centre de la France, ne peut avoir d'autre objet que de livrer la République française aux armées ennemies qui les menacent de toutes parts, puisqu'elle tend évidemment à mettre la Convention nationale dans l'impossibilité absolue de pourvoir à la solde habillement et subsistance de nos frères qui sont sur les frontières pour combattre les tyrans et leurs satellites. Si tel était le fait inévitable de la révolte, comment croire, suggérer les représentants, que ce n'était pas quelque part l'objectif, même s'ils étaient loin de croire que tous les participants le poursuivaient sciemment. Enfin, la participation du général Wimpfen, qui a laissé enlever leurs collègues, refusé de venir leur rendre des comptes et rétabli le comité militaire qu'ils avaient supprimé, je cite, prouve qu'il existe à Caen, où il sort sans cesse, une conjuration de partisans de la tyrannie qui veulent replonger le peuple dans les fers et l'empêcher de jouir des droits sacrés de l'homme. En fin de compte, s'il y a également, je cite encore, ceux que des discours perfides ont égarés et que l'on peut encore ramener, au cœur de la rébellion se trouverait une, je cite, faction liberticide, faction d'aristocrates, à la tête de laquelle se trouve ainsi devant noble baron allemand. Les historiens n'ont pas trouvé l'indice d'une manipulation expressément contre-révolutionnaire. Des montagnards comme Prieur et Lecointre extrapolaient parfois à tort les intentions de leurs adversaires, tendance qui d'ailleurs n'était pas du tout limitée aux montagnards. On peut considérer cela comme un manque d'imagination de leur part. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'une action ait pu avoir des conséquences contre-révolutionnaires sans aucune intention contre-révolutionnaire, mais les effets restaient les mêmes dans les deux cas, et si l'on peut admettre le républicanisme sincère de la plupart des fédéralistes, ne devrait-on pas admettre de même que les montagnards aient pu se considérer tout aussi sincèrement justifiés à combattre ceux dont ils croyaient que les actes, quelle que soit leur motivation, tendaient à la destruction de la République? Le cas du département de la Manche est peut-être une meilleure illustration que celui du Calvados des dangers du fédéralisme en tant que tel, d'après Prieur et Lecointre, sans forcément que le soupçon d'une intention contre-révolutionnaire n'y soit mêlé. Là, l'enjeu était avant tout la prétention des administrateurs à vouloir représenter leurs administrés. Comme pour le fédéralisme, les administrateurs s'en défendaient souvent explicitement, mais on ne peut que partager l'analyse de Gaillandreau selon laquelle c'était justement ce qu'ils faisaient de fait. C'est ce que Prieur et Lecointre reprochent aux administrateurs de la Manche dans leur arrêté du 26 juin, confirmant la suspension du département. Les considérants numéros 2 et 3 de cet arrêté sont particulièrement parlants à cet égard. Deuxièmement, qu'il ne peut y avoir de liberté dans une république qu'autant que les fonctionnaires publics nommés par le peuple se renferment chacun dans les bornes que la loi a assignées à leurs fonctions et que l'anarchie et l'oppression suivent immédiatement de la réunion et de l'accumulation de plusieurs pouvoirs distincts dans le même fonctionnaire, qu'il répugne à tous les principes que des juges de district, de paix et de commerce remplissent en même temps les fonctions d'administrateurs et de législateurs et s'élèvent par leur coalition au-dessus de la loi, qui sont spécialement chargés de faire respecter et exécuter. Troisièmement,
que la loi étant l'expression de la volonté générale, elle ne peut être faite ou détruite que par les mandataires du peuple souverain, librement nommés par lui à cet effet, et qu'il n'appartient à aucun fonctionnaire, administrateur ou juge de s'arroger le droit d'exprimer la volonté de ce même peuple qui ne lui en a pas délégué la faculté. Grosso modo, les administrateurs, quoique caractérisés comme tous les révoltés fédéralistes par un discours scrupuleusement légaliste, bafouaient la loi et détruisaient la séparation des pouvoirs en prétendant se réunir pour juger du bien fondé du droit, en l'occurrence celle du 30 avril sur les représentants en mission, serait-ce d'exception. Du point de vue des administrateurs, ce sont les représentants en mission qui empiétaient sur leur pouvoir, mais Prieur et Lecointre rappelaient que c'est la loi qui définissait ces pouvoirs et que si la loi les amoindrissait, ils n'avaient pas à se plaindre, les pouvoirs des administrateurs relevant d'un devoir et non d'un droit. C'est ce genre d'usurpation qui caractérise encore et toujours le fédéralisme selon Prieur. L'expérience de la révolte ne lui a pas fait changer d'avis, si ce n'est sur la nécessité d'établir un contrôle plus étroit sur les administrateurs pour l'empêcher. Au demeurant, Prieur et Lecointre n'ont jamais utilisé le terme de fédéralisme pendant cette mission, ni même dans leur rapport, qui n'a été lu à la Convention que le 17 août. Ce sont les révoltés qui emploient le terme pour s'en défendre. Cela n'est pas si étrange parce qu'on a vu que l'usage de ce terme, à la différence de la condamnation du contenu qu'il recouvre, n'a pas été suivi chez Prieur. En revanche, je voudrais avancer l'hypothèse que, par la suite, lorsqu'il s'agira de passer à la répression, la façon dont il utilisera ou non ce terme deviendra beaucoup plus significative. Donc c'est la troisième partie, les temps de la répression. On a traditionnellement présenté le degré de dureté de la répression des révoltes fédéralistes comme étant en fonction de la personnalité des représentants en mission chargés de cette répression, par exemple en ce qui concerne l'Indé et les fédéralistes normands. Dès lors, toute répression qui dépasserait un certain seuil, voire la répression tout court, serait un excès arbitraire et inexplicable par d'autres facteurs que le caractère plus ou moins modéré de quelques individus. Michel Biard souligne pourtant que ce sont les foyers de révolte qui ont persisté dans une résistance militaire acharnée à la Convention montagnarde qui ont subi la répression la plus forte. Jean-Pierre Gross, par contre, a parfois tendance à renforcer une dichotomie un peu trop simpliste entre ce qu'il appelle des ères de terreur dure et de terreur douce, en sous-entendant qu'il n'y avait aucun milieu, dans le cas d'administrateurs révoltés, entre la mise en accusation et la réhabilitation pleine et entière, et qu'on devrait d'ailleurs ériger en des modèles de pluralisme les représentants en mission qui ont laissé en place les fonctionnaires fédéralistes, ce qui me semble un peu anachronique quand même. Or, cette analyse a deux défauts. Elle omet de mentionner la législation qui obligeait les représentants en mission de destituer les administrateurs ayant pris part aux révoltes, ce qui empêche de reconnaître que les représentants qui les laissaient en place agissaient tout aussi arbitrairement que ceux qui contournaient la loi dans un sens répressif. Ensuite, elle rend illisible la perspective et la conduite d'un représentant comme Prieur qui croyait à la nécessité de l'application des mesures prévues par la loi et à une répression plus ou moins forte selon les cas. De retour à la Convention et nouvellement élu au Comité de salut public, Prieur a fait un bref rapport au nom de celui-ci contre les administrateurs rebelles du district du Pont-l'Évêque dans le Calvados. Il y a caractérisé, je cite, la crise où se trouve la République comme, je cite encore, le résultat d'une conspiration depuis longtemps combinée entre les administrations rebelles, mais il a affirmé, comme les représentants en mission étudiés par Gross le feront par la suite, que, je cite, « Cependant, il ne faut pas croire que tous ces administrateurs soient coupables. 3 classes d'hommes composent toutes les administrations. Les uns sont les traîtres qui conjurent, les autres sont des faibles qu'on entraîne, les derniers sont des hommes peu instruits que l'on trompe. » D'où Prieur conclut que, je cite, « Le but du comité est de découvrir et de faire punir les premiers, les seuls coupables, et malgré sa déclaration que la justice du peuple et des départements, je cite encore, serait aussi terrible qu'avait été profonde son erreur,
Il ne fait en l'occurrence que proposer de remplacer les administrateurs du Pont-l'Évêque. Incohérence? Au contraire, ce petit rapport contient déjà toute la politique de Prieur vis-à-vis de la répression des révoltes fédéralistes, ou presque. Il fallait punir les conjurateurs, mais les faibles et les trompés avaient montré qu'ils n'étaient pas fiables dans la crise que traversait la République, ce qui justifiait la prise des mesures de sûreté à leur encontre. La destitution, pas plus que l'arrestation comme suspect ne le sera par la suite, n'était pas une punition, c'était une mesure de sûreté. Gross a donc raison de souligner la politique montagnarde de l'encouragement des rétractations. Prieur en dira ou déposera même à la Convention au nom du Comité de salut public le 21 et 22 juillet. Mais cette politique n'impliquait pas une volonté de garder les égarés dans des places de responsabilité. Désormais, et surtout à partir du décret du 16 août, décret relatif à la levée en masse, mais qui comprend aussi quelques dispositions sur l'épuration des autorités constituées, l'opposition de Prieur au fédéralisme avait plusieurs facettes. Il gardait son opposition de principe à l'usurpation du pouvoir législatif par les administrateurs, et il croyait toujours qu'en suivant le récit brissottin, au mieux il se trompait, au pire il cherchait à tromper le peuple, mais il s'y ajoutait deux autres considérations, le salut public et la volonté républicaine de faire appliquer la loi. Ainsi, dans sa correspondance au nom du Comité de salut public avec le Carpentier, envoyé dans son département d'origine de la Manche, Prieur avertit son collègue « Ne ménagez aucun de ceux qui ont signé les arrêtés liberticides, c'est le vœu du décret rendu par la Convention. » Cette lettre date du 7 septembre. En effet, le décret du 16 août avait explicitement défendu aux représentants en mission, je cite, « dans aucun cas et sous aucun prétexte de choisir ni de conserver aucun des administrateurs ou fonctionnaires publics qui auraient coopéré ou adhéré à des arrêtés liberticides tendant au fédéralisme et subversifs de l'unité et de l'indivisibilité de la République ou qui auraient donné des marques particulières d'incivisme, quand même ces administrateurs ou fonctionnaires publics auraient donné leur rétractation. » Cette loi, comme Prieur lui-même, reconnaît qu'une rétractation ne signifiait pas, dans bien des cas, qu'un retournement du rapport des forces. Comme Prieur le dit dans la même missive à Le Carpentier, voilà, je cite, « Méfiez-vous dans le département de la Manche de la faction des Carabots », c'était la nouvelle société créée par les révoltés. Elle sommeille, mais au moindre échec, elle se réveillera et recommencera sa révolte. Prieur le prévenait encore, je cite, « D'après ce qui vient arriver à Toulon et Bordeaux, et ce dont on nous menace à Brest, à Lorient, etc., il faut avoir l'œil toujours ouvert sur nos ports de mer. » Même si la plupart des fédéralistes ont été des républicains sincères, il y avait assez d'exemples de fédéralistes, même a priori républicains, qui, forcés de choisir, ont préféré les royalistes aux anarchistes, pour que l'inquiétude d'un montagnard comme Prieur pour la sûreté des ports sous contrôle fédéraliste ne doive pas être prise pour une manipulation cynique. Envoyé lui-même en tant que représentant en mission à Brest, puis passé dans le Morbihan en brûlant en deux, Prieur a mis scrupuleusement en pratique, en ce qui concerne les administrateurs fédéralistes, le décret du 16 août. Ça, c'est un exemple, c'est en particulier la destitution de l'administration du département du Morbihan. Et je l'ai encore, ça c'est l'original de la main de Prieur. Voilà, donc, et ça, c'est... Bon, encore. Ensemble avec la disposition de celui du 17 septembre, dit des suspects, qui prévoyait d'arrêter comme suspects les fonctionnaires destitués, et dans sa correspondance avec ses collègues, il continuait à les encourager à faire de même. Prieur a souvent eu du mal à remplacer les fonctionnaires destitués dans le Morbihan, où l'adhésion aux arrêtés fédéralistes avait été quasi unanime, et où le choix des candidats en dehors de ceux qui avaient déjà eu des places était limité,
vu que ce département avait une population peu lettrée et à dominant non francophone. La lettre que Prieur a écrite au comité de salut public depuis Pontivy, le 21 Pluviose en 2, est éloquente à ce sujet et révèle à la fois la façon dont Prieur comprenait ce qu'on pourrait appeler la sociologie du fédéralisme et pourquoi il demeurait convaincu de la nécessité des épurations en dépit des difficultés rencontrées. Après avoir commencé par faire une brève histoire de Pontivy depuis 1789, Prieur poursuit en faisant ce constat, je cite, « Les habitants de Pontivy sont braves, ils aiment la Révolution, mais les gens de robe et les gros marchands qui ont succédé aux ci-devant nobles ont pris sur leur esprit un tel ascendant qu'ils ont totalement comprimé le mouvement révolutionnaire auquel ils s'étaient d'abord livrés. C'est à cet ascendant social, muet en domination politique, qu'il attribue l'adhésion de ce district à la révolte. Je cite, « Telle a été surtout la perfide politique des Béneurs qu'à l'époque des événements du 31 mai et de juin dernier, ils ont enveloppé dans leurs mesures fédéralistes la plus grande partie des habitants et qui les avaient tellement égarés que si tous n'ont pas signé les arrêtés liberticides pris à cette époque par la municipalité, ils n'ont dû qu'à leur absence ou à d'autres causes dont aucune n'avait pour objet l'approbation de ces mesures liberticides. 80 individus ont signé les arrêtés fédéralistes et 25 ou 30, parmi lesquels on compte plusieurs fonctionnaires publics, ont marché dans la force départementale. Et Prieur de signaler que dans ces 80 signataires se trouvent compris presque tous les individus qui avaient quelques connaissances des affaires, indiquant que contrairement à l'historiographie antirévolutionnaire représentée en l'occurrence par Pierre Biard et son étude réquisitoire de 1906 sur la longue mission de Prieur en l'an 2, ce n'est pas parce que Prieur cherchait des administrateurs fiables qu'il ne se souciait pas de la compétence. Bref, l'historiographie présente presque sans exception ces épurations à la base de l'adhésion à la révolte comme un règlement de compte entre factions rivales. La faction des montagnards a vaincu celle des Brissotins et elle s'est mise ensuite à écarter ses partisans. Cette lecture, si elle paraît être une évidence, repose cependant sur des présupposés qui ne prennent pas en compte la façon dont on comprenait les factions à l'époque. Au XVIIIe siècle, il n'y avait nullement l'idée qu'une législature se divise naturellement en groupes qui représentent différentes positions. C'était aux membres individuels et non aux groupes de le faire. Appartenir à une faction équivalait à conspirer contre l'intérêt général pour servir des intérêts particuliers. Si l'idée que les montagnards d'un côté et les brissotins de l'autre formaient des factions rivales et d'époque, on l'évoquait pour les discréditer toutes les deux. L'idée qui devait coexister en tant que faction en se partageant le pouvoir est anachronique, quand bien même on comprend que les partis tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. Il arrivait que l'on donne une connotation positive à un terme comme parti, mais uniquement quand il s'agissait de celui du bien public opposé à tous les autres. Lorsque Prieur a dit à la Société populaire de Vannes, embrumère en deux, que, je cite, deux partis s'étaient montrés dans la Convention nationale, il faut comprendre celui qui défendait les principes de la Révolution et celui qui les minait. Ce dernier étant évidemment illégitime du moment où, en se faisant, ses membres violaient leur mandat. Le fait que les Brissotins, à leur tour, considéraient leurs adversaires montagnards comme une faction ne doit pas nous induire en erreur. Ces récits ne se corrigent pas, ils sont incompatibles. Ceux qui voyaient les deux comme des factions suivaient un troisième récit selon lequel ni l'une ni l'autre ne défendait l'intérêt public. Pour Prieur, en tout cas, comme pour les autres montagnards, la partie du peuple la plus proche de la Convention avait bien fait de révoquer ces mandataires infidèles qui avaient depuis démontré leur caractère conspirateur en cherchant à soulever les départements contre la capitale. Les autorités constituées qui les avaient suivis étaient au mieux égarées et ne mériteraient donc plus la confiance publique pour ce motif, mais aussi, voire surtout, parce qu'en se faisant, elles s'étaient montrées prêtes à usurper le pouvoir législatif et à violer ou écarter les lois qu'elles devaient faire respecter. Prieur indique encore une fois dans sa lettre du 21 Pluviose en 2 qu'il s'agissait avant tout de pouvoir compter sur les administrateurs pour exécuter les lois, même celles qui ne leur plairaient pas.
Je cite, « D'un autre côté, l'insouciance des autorités constituées sur l'exécution de la loi du maximum avait été telle que dans aucun temps, ni pour aucun objet, elle n'avait été observée, en sorte qu'une partie de ceux qui n'avaient pas signé s'étaient rendus coupables de la violation de la loi. Comment se fier à l'avenir aux administrateurs qui avaient déjà démontré leur refus d'appliquer la loi, alors que c'était leur raison d'être, et surtout en temps de crise généralisée? Face à la difficulté de remplir certaines places, Prior préférait donc parfois leur suppression à l'idée de garder les fédéralistes. Par exemple, dans le cas des places des juges fédéralistes destitués, Prior, tout en déclarant au comité de salut public son intention de chercher encore, conclut que cette destitution n'en était pas moins nécessaire, justifiant cette décision ainsi. J'ai pensé qu'il valait mieux n'avoir pas de tribunal que de laisser les juges qui n'étaient pas dignes de la confiance publique. Que vaudrait en effet un juge qui ne respecte pas la loi? De même, ne trouvant pas de candidat viable à l'administration du petit district rural de La Roche-Sauveur, non révolutionnaire de La Roche-Bernard, Prieur a proposé, dans sa lettre au comité de salut public du 23 Floréal en 2, je cite, de supprimer ce district et d'en réunir les communes au district voisin. Pour Prieur, l'idée de faire des exceptions en octroyant le pardon aux fédéralistes pour les associer au gouvernement du pays, selon les termes de Jean-Pierre Gross, était donc impensable, non parce qu'il était un terroriste impitoyable, mais parce que le principe républicain de la suprématie de la loi et les besoins du salut public coïncidaient dans ce cas pour exiger leur exclusion. Il ignorait donc superbement toutes les pétitions des administrateurs, à l'exception de celles qui prétendaient qu'il y avait eu une erreur et qui n'avaient pas participé à la révolte, ce que Prieur faisait vérifier. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas reconnu de plus ou moins grandes responsabilités selon les cas, qui a pu lui faire pencher pour plus ou moins de sévérité. Aussi a-t-il reconnu que les officiers municipaux des communes de campagne avaient dû être entraînés dans leur adhésion à la révolte par les administrations supérieures. S'ils ne devaient donc plus exercer les fonctions publiques, Prieur a cru faire le plus de bien en ne pas appliquant strictement le décret sur les suspects à leur égard. Je cite, « J'ai destitué les municipalités qui avaient adhéré aux mesures fédéralistes. J'ai fait connaître aux membres destitués la loi qui les met en arrestation jusqu'à la paix, mais j'ai cru devoir leur ajouter que la Convention nationale, toujours juste, savait distinguer l'erreur du crime et que sous son agrément, je les laissais en liberté. Ils ont tous senti le prix de cette justice nationale et les cris de « Vive la Convention, vive la montagne » m'ont fait espérer que la reconnaissance pourrait produire quelques bons effets sur ces hommes qui, pour être excellents républicains, n'ont besoin que de lumière. En revanche, les administrateurs supérieurs, en particulier ceux de département, et les municipalités de chef-lieu de district, même lorsque Prieur reconnaissait que tous n'avaient pas agi en pleine connaissance de cause, devaient être tenus comme pleinement responsables de leurs actes, du fait de la plus grande responsabilité de leur place. On a vu cependant que, en général, cela ne passait pas par la punition, mais simplement par la destitution et l'arrestation par mesure de sûreté. Pourquoi donc voit-on Prieur applaudir en Prairial en 2 à l'exécution des administrateurs du département du Finistère, que la réaction thermidorienne puis l'historiographie du XIXe siècle érigeront en martyrs et qu'on se contente souvent encore de nos jours d'évoquer pour peindre les excès de la terreur à Brest? Si l'établissement d'un tribunal révolutionnaire à Brest a bien tenu à la situation particulière de cette ville, on ne peut suivre Anne de Maton dans sa suggestion que le supplice des administrateurs a été le fruit de la convergence de circonstances malheureuses qui seules les auraient séparés de leurs collègues des autres départements. On peut aussi écarter l'hypothèse d'une radicalisation. La Convention avait déjà décrété la mise en accusation de ces administrateurs le 19 juillet 1793 sur le rapport de Barère au nom du Comité de salut public. Vraisemblablement, si le tribunal révolutionnaire de Brest n'avait jamais existé, ils auraient été envoyés devant celui de Paris. Pour commencer, les administrateurs du Finistère ont fait tout ce qu'ont fait ceux du Calvados. Il était typique chez les révoltés de maintenir que les Parisiens étaient dans leur grande majorité de bons citoyens tout aussi opprimés par les anarchistes
que la Convention et que la force départementale ne marchait pas contre la capitale, mais ne demandait pas mieux que de fraterniser avec ses bons citoyens, et les administrateurs du Finistère n'ont pas manqué de faire ce genre de proclamation. De tels propos ont fait affirmer à plusieurs historiens que les fédéralistes agissaient simplement dans la continuité des fédérés et que ce sont les montagnards qui innovaient en criminalisant ce genre d'action. Mais les mesures prises par les révoltés tendraient à réfuter cette interprétation. En ce qui concerne les administrateurs du Finistère en particulier, à côté de ce genre de discours lénifiant, leur proclamation à la Commune de Paris menace la ville de, je cite, la prophétie d'Isnar, c'est-à-dire de la destruction. Ensuite, leur proposition explicite, dans laquelle ils étaient rejoints par ceux du Calvados, de, je cite, empêcher cette ville de recevoir des subsistances, tend à démontrer qu'ils entendaient véritablement faire la guerre civile, ne serait-ce que d'attrition. À la différence du département du Calvados, celui du Finistère ne s'est pas contenté non plus d'appeler des volontaires et de réquisitionner tout au plus quelques gardes nationaux pour la force départementale. Il y a enrôlé de force au moins 450 hommes, dont la plupart étaient des employés de la marine, sur 600 qui auraient souhaité enrôler. Une mesure que l'administration a prise était bel et bien liée à la situation particulière du département et de son chef-lieu. Elle a passé outre le décret du 22 juin pour empêcher les navires de quitter les ports. En admettant qu'elle n'avait pas l'intention de livrer le port de Brest comme le sera celui de Toulon, la Convention montagnarde était fondée à le craindre et à plus forte raison à penser que cela signifiait la volonté des administrateurs de disposer de la marine, comme ils disposaient déjà localement de l'armée et des fonds publics. Cependant, ce qui était peut-être le plus grave aux yeux de la Convention, et sans doute de Prieur aussi, c'était la tentative des administrateurs du Finistère d'empêcher l'acceptation de la Constitution de 1793, chose que les autres départements ci-devant-bretons et normands n'ont pas osé faire. Non seulement ils ont refusé de convoquer les assemblées primaires, ils ont adressé le 9 juillet une proclamation à toutes les municipalités de leur essor pour inviter tous les citoyens à ne pas accepter la Constitution ou du moins à consulter les administrateurs, je cite, avant de prendre une détermination. S'il est permis de douter qu'un tel texte, même traduit en breton, ait été à même de raviver les révoltes anti- ou contre-révolutionnaires des campagnes, comme le suggère Jean-Pierre Garot dans son mémoire sur le tribunal révolutionnaire de Brest, il n'en était pas moins grave aux yeux de la Convention montagnarde. En effet, en plus de répandre le, je cite, soupçon sur la représentation nationale, ce que faisait aussi le département du Calvados, celui du Finistère s'était, selon le rapport de Barrère, rendu coupable de, je cite, usurpation de la souveraineté même dont il prétend diriger l'exercice, et c'est avant tout ce motif qui les a fait décréter d'accusation. Tous les faits de cette révolte, ainsi que celui de s'être maintenus à leur place après avoir appris l'existence du décret d'accusation, figurent dans les chefs d'accusation portés contre les administrateurs du Finistère lors de leur procès, et comme le signale Garot, ces chefs d'accusation étaient irréfutables puisque tous avaient trait à les actes publics de l'administration. Cependant, les administrateurs du Finistère n'étaient pas accusés de fédéralisme, mais d'entreprise contre-révolutionnaire, et après leur condamnation, Prieur ne les a pas caractérisés autrement. Il a écrit ainsi de 4 réals en 2 au comité de salut public que, je cite, des 31 administrateurs ci-devant du département du Finistère, 26 sont payés hier de leur tête leurs infâmes projets contre-révolutionnaires. Si les montagnards avaient employé le terme de fédéraliste que pour mieux s'acharner contre leurs ennemis, il serait curieux qu'ils l'aient évité dans ce cas. Mon hypothèse, c'est que le terme de fédéraliste n'est pas, après tout, chez les montagnards, comme l'historiographie le suppose en général, un simple synonyme de conspirateur ou de contre-révolutionnaire. Le fédéralisme, au sens du contournement ou de la violation des lois par les fonctionnaires, est un type d'action qu'une administration ou d'autres fonctionnaires publics peuvent prendre, ce qui est contraire au principe et qui a des effets dangereux, mais qui n'est pas en soi forcément contre-révolutionnaire.
S'il y a eu sans doute un glissement sémantique dans la façon dont Prieur utilisait le terme de fédéraliste à partir de l'an 2 pour signifier plus précisément ceux qui avaient trempé dans la révolte et leurs sympathisants, il reste un lien clair entre son opposition de toujours au principe de fédéralisme et la révolte, qui était essentiellement une révolte des administrateurs contre la loi et la législature, au moins dans l'Ouest. Ça a pu se produire autrement, par exemple à Marseille et à Lyon. Cependant, le fédéralisme en tant que tel pouvait ou non faire partie d'un système plus grand de rébellion ou de contre-révolution. L'action des administrateurs du département du Finistère y rentrait, selon Prieur et ses collègues, non seulement parce que s'immiscer à un acte de souveraineté en voulant empêcher l'acceptation de la Constitution était en soi un acte contre-révolutionnaire, et le texte de la mise en accusation prouve assez qu'il était considéré comme tel, du moins pris ensemble avec toutes les autres mesures, mais parce qu'ils croyaient la situation à Brest pareille à celle de Toulon, et que si ce premier port n'avait pas été livré, ce n'était pas, d'après eux, la faute des administrateurs. Jambon Saint-André le dit le plus clairement dans son rapport du 24 Pluviose en 2, fait en son nom et en celui de Prieur. Je cite, « Les fédéralistes donnaient la main à l'aristocratie et la même remarque qui a été faite par rapport à la flotte de Toulon s'applique à celle de l'océan. Mais on trouve des expressions du même sentiment chez Prieur lui-même. Il a écrit par exemple le 14 Brumaire en 2 à la Société populaire de Rostrenon, des royalistes scélérats qui voulaient nous ramener au despotisme par l'anarchie et le fédéralisme. Il y a de l'ambiguïté dans certaines de ces déclarations. Les royalistes ont-ils manipulé les fédéralistes? Le terme est employé dans ce cas pour désigner les révoltés. Ou le renversement de la République avait-il toujours été l'objectif de ceux-ci? L'historiographie a bien démontré que là où les royalistes ont fini par prendre le dessus, c'était en récupérant une révolte qui n'était pas contre-révolutionnaire à son origine, mais Lévi-Schneider, avec bien plus de sophistication que plusieurs historiens plus récents, qui pensent que la seule évocation de la terreur explique tout en matière de répression pour cette période, tout en déclarant que c'était une appréciation erronée, que de penser que les fédéralistes travaillaient directement avec les royalistes, reconnaît que, je cite, « Tout au plus, Jambon pouvait-il ajouter que si les fédéralistes eussent triomphé à Brest et sur la flotte, leur victoire aurait été certainement confisquée, comme à Toulon, par les royalistes et l'étranger. » Sans partager forcément la certitude de Lévi-Schneider, on peut comme lui reconnaître que, de fait, il y avait un risque de récupération royaliste et que donc Jambon et Prieur n'étaient pas déraisonnables en pensant que les mêmes causes pouvaient avoir les mêmes effets. Il y avait donc, de toute façon, aux yeux de Prieur et ses collègues, une première distinction entre le fédéralisme et la conspiration contre-révolutionnaire qui pouvait s'appuyer là-dessus, sans que le fédéralisme, aussi blâmable soit-il, soit synonyme dans tous les cas de contre-révolution. Ensuite, il y avait encore une autre dans la reconnaissance que même lorsque le fédéralisme a servi de tremplin à la contre-révolution, tous ceux qui ont pris part au fédéralisme n'ont pas forcément pris part à la conspiration. Ces deux distinctions sont importantes pour expliquer l'adhésion de Prieur à une répression différenciée. Les simples fédéralistes étaient à destituer et en général à arrêter par mesure de sûreté. Ceux contre lesquels il y avait lieu à une mise en accusation, selon Prieur, auraient franchi un seuil supplémentaire. Condamnés, c'étaient des contre-révolutionnaires qui s'étaient peut-être servis du fédéralisme, mais en allant plus loin. Donc, en fin de compte, chez Prieur, l'opposition de principe au fédéralisme était ancienne et son application aux révoltes départementales du printemps et de l'été 1793 ne venait pas de nulle part. Conséquent avec la tradition républicaine qui voulait qu'un peuple ne pouvait être libre qu'autant qu'il était gouverné par la loi et que la République était elle-même constituée dans son unité par les lois communes, Prieur préconisait, comme ses collègues du côté gauche puis de la montagne, la subordination de l'exécutif au législatif. Le contraire s'est manifesté chez les administrations locales comme fédéralisme, en ce que, par le refus d'exécuter la loi, comme dans leur décision de passer outre,
Ces composantes de l'exécutif s'érigeaient chacune de son côté en instance législative. Prieur condamnait ce comportement en principe, mais la situation de crise dans laquelle se trouvait déjà la République en 1793 était une circonstance aggravante. Prieur voulait bien croire qu'une partie de ceux qui s'y étaient engagés croyaient sincèrement que la situation à Paris était telle qu'elle appelait la résistance à l'oppression, point sur lequel il se trompait bien évidemment pour Prieur comme pour les autres montagnards, mais quand bien même cela aurait été le cas, le droit de résistance à l'oppression appartenait au peuple et ne s'exerçait pas par procuration, surtout pas par des administrateurs usurpant le caractère de représentants que le peuple ne leur avait pas confié. Le fédéralisme honni par Prieur n'était donc pas une idéologie, mais un type d'acte précis. Ce type d'acte était toujours blâmable en principe, mais il mettait en danger la République en temps de crise et il pouvait en outre être associé à des menées contre-révolutionnaires. À ces trois niveaux de gravité correspondaient plus ou moins les trois types de réponses répressives. L'avertissement, puis la destitution pour des fonctionnaires qui s'étaient démontrés indignes de leur place, l'arrestation de la plupart de ceux-ci à cause de la crise, par mesure de sûreté, enfin, mise en accusation, condamnation et exécution pour les contre-révolutionnaires. Si l'on peut discuter le bien fondé de la croyance des montagnards en le caractère contre-révolutionnaire d'une partie des fédéralistes, le cas de Prieur tend à démontrer que leur condamnation du fédéralisme était tout sauf arbitraire. Je vous remercie.